Amis réfractaires, aujourd'hui on va discuter encore une fois d'un article du Vent se lève, un média qu'on aime beaucoup ici qui fait de très bons articles, c'est un peu le monde diplomatique mais en libre accès sur internet. Et cet article il parle d'un sujet dont on a déjà discuté ensemble, ce sont les cabinets de conseil. Et sur cette chaîne, on en a parlé à 2 reprises, avec McKinsey d'abord, les potes à Macron qui gèrent la politique du Covid en France, ces consultants qui, on le rappelle, ont dû payer un demi-milliard de dollars pour éviter un procès qui les accusait d'avoir tué entre autres des centaines de milliers de personnes suite au scandale des opiacés aux États-Unis. Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois cette histoire des opiacés, mais en même temps c'est important et on n'en discute jamais dans les autres médias, du coup on compense. D'ailleurs, tu connais Julian Assange ? Et l'autre fois où on a parlé de ces cabinets, c'est avec le Boston Consulting Group, qui, avec Rothschild notamment, ont mobilisé leur réseau pour financer dès le début la campagne d'Emmanuel Macron. Et on sait ça grâce au Macron Leaks. Et je vous rappelle qu'il y a un moteur de recherche pour essayer de fouiller là-dedans sur le site de Wikileaks. Et du coup, évidemment, cet article du Vent se lève, vu que c'est un bel article, il commence par l'historique. À sa création il y a 100 ans, McKinsey s'occupait seulement d'audit pour les entreprises. Mais ils ont glissé vers l'étude de stratégie pour faire en sorte que les entreprises se fassent plus de fric et qu'elles réduisent leurs coûts au maximum. En 1932, tu as la bourse de New York qui impose à toutes les entreprises d'avoir des audits indépendants, notamment de leurs comptes financiers et tout ça, quoi. Ce qu'ils appellent indépendant dans leur langage, ça veut dire que ça ne dépend pas de l'État et de l'entreprise elle-même. C'est juste qu'en fait, ça doit rester entre les gros capitalistes, tu vois. Comme ça, ils gèrent leurs affaires entre eux, ils font des renvois d'ascenseurs, etc. C'est ça ce qu'ils appellent indépendant. Donc à partir de ce moment-là, McKinsey, ils s'en mettent plein les poches, ils gagnent en puissance et ils commencent à faire tout un travail idéologique. Très vite, McKinsey va produire des journaux, comme par exemple Top Manager Note, des brochures qui promuent le néolibéralisme qui sont envoyées à leurs milliers de clients. La crise du management à la papa, comme on dit, des années 70, couplée à la mondialisation des grosses boîtes, conseillée par McKinsey, produit une petite révolution. Le modèle d'entreprise valorisé sera celui dorénavant du risque, de l'instabilité, de la flexibilité du travail et de la décentralisation à maximum pour générer à court terme beaucoup de profits. Cette petite révolution, elle est portée évidemment par des idéologues qui vont faire tout un travail conceptuel pour essayer de faire avancer ces idées-là, dont un qui s'appelle Anderson et qui travaille pour le Boston Consulting Group. Lui, il a un raisonnement assez simple. Il dit que les entreprises qui sont bien installées dans un marché et qui ont une petite marge, mais pas énorme, tu vois, et en fait, ils sont un peu bêtes parce qu'ils ont du capital qui n'investissent pas dans les choses plus rentables. Du coup, lui, il dit plutôt que d'avoir des petits profits sur des marchés sur lesquels vous êtes installé, il vaut mieux investir sur les marchés à très gros risque pour se faire un maximum de fric. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, du moins idéologiquement, le fait que tu aies des usines qui ferment alors qu'elles sont rentables. C'est juste qu'en fait, dans leur tête, le fait d'être un peu rentable, ça ne suffit pas. Il vaut mieux investir dans les choses beaucoup plus rentables. En fait, il y a eu des tarés d'idéologues qui ont influencé des tarés de boîtes de consulting, qui ont influencé des tarés d'actionnaires, qui ont foutu la pression sur leurs tarés de patrons pour les convaincre finalement que c'était rentable de fermer des usines qui rapportaient de l'argent pour investir l'argent ailleurs. Un travail idéologique qui a été construit et porté donc par ces boîtes de consulting. Aujourd'hui, McKinsey, c'est une armée de 30 000 personnes qui travaillent chaque jour dans une centaine de pays différents pour des entreprises, oui, mais aussi pour des États. Cette coopération avec des États, ça a commencé en 1952 avec le président états-unien Eisenhower, avant de se généraliser dans les États fédéraux et les pays européens. Les conseils, ça va de la gestion de la crise sanitaire aux questions de l'armement, aux questions par exemple migratoires aussi, aux questions économiques évidemment, aussi sur les questions écologiques, enfin bref. Les cabinets de conseil, ils peuvent donner des conseils sur tout et n'importe quoi tant que tu leur donnes du fric. À savoir par exemple que la Grande-Bretagne et l'Allemagne dépensent chacun 3 milliards d'euros par an pour se faire conseiller par du privé. D'ailleurs, il y a un scandale derrière ça, c'est la présidente de la Commission européenne qui avait filé à l'époque où elle était ministre de la Défense d'Allemagne un poste à une ancienne de McKinsey qui a curieusement considérablement augmenté les dépenses liées au cabinet et notamment à McKinsey. Évidemment, tout ça sans le déclarer. Et à force d'être présent dans tous les gouvernements, on a du mal à faire la différence entre ceux qui sont censés gouverner et ceux qui sont censés donner des conseils. Et en France, tu as eu une culture, tu sais, de la haute administration, une culture publique assez forte qui fait que ça a freiné un petit peu la mise en place des boîtes de consulting, mais depuis Mitterrand, tu as eu en gros une grande réforme par quinquennat qui fait que petit à petit, le privé s'est installé durablement dans les institutions. Évidemment, ces lois, elles sont appelées genre loi de décentralisation ou de modernisation, hein, évidemment. Et finalement, de manière faussement paradoxale, ça a vite très bien matché parce que d'un côté, tu avais tout un dogme néolibéral qui s'est implanté, notamment par les cabinets, mais pas que, hein, mais avec l'Union européenne et tout ça, qui disait en gros, il faut absolument lutter contre la dette et du coup couper dans les services publics. Et de l'autre côté, tu avais du coup ces cabinets privés qui étaient spécialisés dans le fait de rentabiliser
rentabiliser un maximum les entreprises et donc appliquer à l'État, ça veut dire de faire en sorte d'avoir beaucoup moins de dépenses sociales, d'avoir beaucoup moins de fonctionnaires, etc. etc. Donc l'un dans l'autre, les deux se sont très vite rencontrés et ont très vite matché. Au point où on retrouve la créature de ces cabinets à la présidence de la République quelques années plus tard, qui développent le même langage et la même idéologie. Autre point important, ces boîtes de consultants ont été omniprésentes dans la destruction méthodique de l'hôpital public. Appelée aussi modernisation de l'hôpital public, qui s'est organisée notamment autour de Roselyne Bachelot à l'époque de Sarkozy. On trouve même des directeurs d'ARS recrutés par le privé pour au mieux moderniser leur saloperie. Donc c'est-à-dire qu'on a payé des millions d'euros à des boîtes de consulting qui ont juste détruit notre service hospitalier et cette destruction-là a amené du coup à ne pas pouvoir gérer la crise du Covid et à une privation de liberté. Du coup, on paye des millions d'euros, des gens qui nous conduisent à une privation de liberté. Et en échange, le gouvernement dit on va donner des millions d'euros encore à ces boîtes-là pour essayer de nous sortir de cette merde-là. Ah, qu'est-ce qu'on fera pas sur nos experts quand même, hein. Ces mêmes boîtes qui ont été embauchées par de nombreux États de la désunion européenne, comme l'Italie ou l'Espagne. La France, elle, malgré son énorme administration de gens théoriquement très compétents, a signé 28 contrats pour plus de 4 millions de cabinets juste pendant la crise du Covid. Et ça, souvent sans aucun appel d'offres. Évidemment, tout ça, ça pose de gros soucis. Déjà, il y a des trucs évidents. McKinsey a une filiale nommée MIO Partner, censée être indépendant de McKinsey normal, quoi. Du coup, McKinsey fait des conseils, l'autre investit. Sauf que, étonnamment, New York Times a montré que la filiale qui conseille orientait toujours les travaux au bénéfice de la filiale qui investit, de sorte que le cabinet en sorte 2 fois gagnant. Des cabinets évidemment présents dans l'optimisation fiscale des grosses entreprises, comme l'a révélé le LuxLeaks. L'optimisation fiscale étant le mot bourgeois qui signifie en gros « allez vous faire cuire un œuf, on se tire avec le pognon et bonne chance pour les hôpitaux ». Mais ça n'empêche pas des instances publiques de bosser avec eux et finalement donner de la force et du pognon à ceux qui appauvrissent tout le pays entier. On compte aussi chez ces groupes un nombre important d'anciens énarques qui font des va-et-vient entre le privé et le public, histoire de vendre à l'un et à l'autre un carnet d'adresses conséquent. On se souvient aussi de l'affaire du pass sanitaire, lorsque Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, devait analyser la censure du pass sanitaire proposé par McKinsey, dont l'un des représentants en France n'est d'autre que le fils de Laurent Fabius. Du coup, c'est un peu de la conflit d'intérêts, quoi. Mais bon, là, on a l'habitude. L'intrusion de ces entreprises dans les institutions publiques a été au point où le président de Polytechnique vient de McKinsey. Sachant que Polytechnique, c'est l'une des plus grandes écoles de France. C'est là où sont construites chaque jour le futur de nos élites. Enfin, de nos élites, on se comprend. En tout cas, ce qui est sûr, ceux qui vont avoir le pouvoir dans quelques années, notamment dans la haute administration. Donc ça veut dire que les gars, ils sont quand même là dès le berceau, quoi. Ils sont malins, ils sont malins. C'est donc pas un hasard si récemment il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Total, où le président du géant français, qui est membre du conseil d'administration de Polytechnique, a obtenu la construction d'un centre de recherche et d'innovation juste à côté du campus, malgré la protestation inédite des élèves militaires. Ça montre qu'à chaque fois qu'ils sont dans des situations de pouvoir, la chose qu'ils cherchent, c'est de foutre du privé dans du public. C'est de corrompre un maximum les institutions pour faire en sorte que l'ensemble de la société serve leurs intérêts. Ils ne sont pas juste dans une recherche à court terme de pognon, ils sont dans une recherche de transformation de la société pour que tout le monde leur donne du fric. Et ça passe évidemment par la promotion d'une idéologie qui s'appelle le néolibéralisme. Mais des fois, il y a des trucs qui se font aussi gratuits, comme la commission Attali, par exemple, où Macron a rencontré 2 cadres de bureaux de consulting qui se retrouveront dans son ministère une fois propulsés par Hollande et Montebourg à l'économie. Bref, tout ça, c'est une bande de copains qui se renvoient des coups d'ascenseur et nous n'avons évidemment que la partie visible de l'iceberg. Et là, il y a un truc important, je crois. Souvent, on parle du capitalisme, ce mot magique qui est le capitalisme, comme quelque chose comme un système, tu sais, comme quelque chose de froid. Alors oui, on peut faire des analyses comme ça, mais concrètement, il faut aussi des gens qui servent de lien entre la banque, entre l'entreprise, entre l'État, et qu'ils arrivent à corrompre tout ça. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent un travail conceptuel pour réussir à imposer leur idéologie, tu vois. Et ça, c'est précisément le rôle de ces groupes de consulting. C'est de cette façon qu'on arrive à expliquer que le haut gratin du capitalisme aille dans le même sens. C'est parce qu'ils sont bercés dans la même idéologie qui a été construite par les mêmes personnes. Sauf qu'évidemment, leur idéologie, par la force des choses, elle déborde de partout. C'est pas conditionné juste au truc de consulting. Ça déborde aussi sur les entreprises, ça déborde chez les politiques, donc ça déborde sur les médias, donc ça déborde d'une certaine façon dans la société civile en général. C'est pas eux qui vont dans leur intérêt, c'est la société entière qui est poussée vers les mêmes intérêts. D'ailleurs, c'est la grande différence qu'on peut faire entre la volonté, l'idéologie et le matérialisme. Genre le syndicalisme dans les usines, on peut soit dire que c'est juste des gens qui cherchent à se défendre, tu vois, du coup ils forment des syndicats,
Soit on peut dire que c'est l'idée d'un syndicat qui a émergé, qui a été conceptualisé par plein d'idéologues, qui fait que tout d'un coup, tu as des syndicats qui sont montés parce que tu avais l'idée de faire un syndicat. Soit tu expliques ça de manière un peu plus matérialiste en disant que vu que tu as foutu plein d'ouvriers dans une usine où tu as des capitalistes qui font d'exploitation, que naturellement est née l'idée de vouloir se syndiquer et de vouloir faire un rapport de force dans une lutte des classes contre les capitalistes. Appliquer à notre problème, en gros, c'est que les cabinets de conseil, ils vont vers le néolibéralisme aussi parce que ça leur permet de se renforcer. La question, c'est pas tant d'aller vers le néolibéralisme que d'aller dans une situation où ils ont de plus en plus de pognon. Alors, forcément, cette situation où ils ont de plus en plus de pognon, il faut qu'ils conceptualisent, et ça s'appelle ça l'idéologie, et du coup, ça définit après des volontés de certains individus qui sont baignés dans cette idéologie qui a été construite par des intérêts bien particuliers. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est ça l'idée. Évidemment, leur rôle aussi, c'est d'affaiblir l'État qui pourrait les réguler, donc c'est pour ça qu'ils investissent autant les gouvernements, qu'ils investissent autant la bourgeoisie, jusqu'au moment où les ministres n'ont plus qu'un rôle de communicant. En gros, ils essayent de faire avaler la pilule qui leur est donnée idéologiquement ou concrètement par les cabinets de conseil. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression que les ministres sont de plus en plus débiles. C'est parce qu'en fait, ils sont de plus en plus débiles. Tout simplement parce que d'un côté, tu as les cabinets de conseil et de l'autre, tu as l'Union européenne qui leur prémâche le boulot en disant il faut juste déréglementaliser tout et on va vous filer des docs pour que ça paraisse cohérent. Et du coup, leur seul rôle à eux, c'est soit être bon communicant, soit être un bon fusible. Et du coup, vu que tu as en France un modèle présidentiel très fort, tu vois, avec une monarchie présidentielle, du coup, le Macron, il a plutôt intérêt d'avoir des gens débiles dans sa cour qui ne vont pas lui prendre sa place, plutôt que des gens qui vont essayer de le concurrencer. Et vu qu'il peut se permettre d'avoir des ministres débiles parce que l'Union européenne et parce que les cabinets de conseil, c'est ce qui se passe. Et du coup, on a Darmanin, on a Schiappa, on a Dupond-Moretti, etc., etc. Et si je deviens roi de Bretagne, je vous nomme respectivement ministre des Armes et responsable de la protection des frontières, parce que mon destin, c'est de m'entourer de nuls. De vrais nuls. La Macronie est d'autant plus fort que la cour est composée d'incompétents et de débiles, à condition évidemment que la Macronie dans son ensemble ne morde pas la main du maître, et pour ça Macron il est très fort. Et dans ce modèle néolibéral, l'État il existe, l'État il a un rôle, c'est celui de servir les milliardaires. Pour ça c'est assez simple, c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum d'argent public qui soit investi dans le privé, c'est de faire en sorte d'ouvrir un maximum de marchés, l'hôpital, l'éducation, etc. au secteur privé pour renforcer le bénéfice des milliardaires, mais c'est aussi de faire en sorte de déréglementaliser un maximum les trucs, de permettre l'optimisation fiscale, mais c'est aussi faire en sorte de mater la contestation, parce que forcément le renforcement des inégalités ça fait des manifs, et il faut avoir là un État fort, un État policier fort pour permettre de contraindre un maximum les personnes. Du coup, le rôle de la Macronie, c'est de faire en sorte en fait juste de maintenir l'ordre public, enfin l'ordre social, qui est celui de servir les milliardaires, et ça explique aussi pourquoi est-ce que petit à petit, au fur et à mesure du dévoilement de la Macronie, on se retrouve avec un gouvernement qui ne fait que défendre la police, qui ne fait que défendre la loi, etc., etc. En fait, les néolibéraux ne sont libéraux qu'avec les riches. Avec les pauvres, ils sont autoritaires. Du coup, si on parle du présent là, on a un gouvernement devenu inutile, seulement bon à tenir la matraque, à exciter les gens avec des conflits pro-vax, anti-vax à la con là, avec du privé qui sont là pour se faire du fric et pour rendre inopérant l'État. Et tout ça, c'est tombé dans une crise sanitaire qui nécessitait un minimum d'organisation dont nos dirigeants en sont totalement incapables. Nous sommes en guerre. On arrive donc logiquement dans une situation où le pass sanitaire s'éternise vu qu'ils n'ont rien préparé et qu'ils ne savent rien faire. Pour moi, le pass sanitaire, c'est la synthèse parfaite de tout ce qu'on vient de dire, de toute la dégénérescence du pouvoir politique français. Mais si on a une élite qui est formatée par la même idéologie, qui parle le même langage, qui est issue des mêmes écoles, qui sert les mêmes intérêts et qui ne fait que se renforcer elle-même dans sa domination, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une classe en fait? Est-ce que ce ne serait pas ça la première définition qu'on peut donner de la bourgeoisie? Alors oui, c'est pas la bourgeoisie culturelle et médiatique dont on a l'habitude de se moquer, de critiquer ici. C'est une honte, la France est un pays de communistes. Cette bourgeoisie-là, elle est juste une conséquence de cette bourgeoisie originelle, de cette bourgeoisie financière qui occupe aujourd'hui des places de prédilection, s'accaparant le pouvoir économique et politique pour se renforcer. Mais ça veut pas dire pour autant que cette bourgeoisie-là, elle a vraiment le pouvoir. Et ça, c'est une nuance qui est importante. Déjà parce qu'une telle bourgeoisie ne prend pas de véritables décisions. Elle assure juste un renforcement. Si une boîte décide d'être moins dans une guerre de profit, elle se fera bouffer en fait. Du coup, toutes les entreprises sont obligées d'aller dans la même direction, ce qui n'est pas trop la définition d'un pouvoir. Tout le système est donc une fuite en avant permanente, qui les pousse dans des contradictions assez dramatiques, comme on l'a vu en 2008, mais qui va peut-être un jour suffisamment les affaiblir pour les faire chuter. Je crois qu'il y avait un type barbu il n'y a pas longtemps qui avait dit un truc qui ressemblait à ça. Et deuxièmement, si McKinsey a corrompu l'État et pas l'organisation du marché de Guingamp le samedi matin, c'est bien parce qu'il y a un rapport de force réel à entretenir avec l'État, celui de la déréglementation et de la collaboration. Leur pouvoir qu'il faut déjà relativiser et surtout, en réalité, notre impuissance populaire à nous imposer en tant que seul souverain.
commence à pleuvoir. Alors je sais que ça donne une mauvaise image de la Bretagne, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. The weather in Brittany would be very similar to Ireland, would it not? It's warmer. It's warmer. It's okay. warmer. warmer, Yeah. probably sunnier. And sunnier, is it? Yeah. It's beautiful and it's warm and it's sunny. Mais la question la plus importante là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, qui a véritablement le pouvoir? Si leur seul destin à eux, c'est de s'enfoncer de plus en plus dans leur délire, où il faut avoir un maximum de profit, etc., sinon ils se font bouffer. En fait, le capitalisme, sa seule voie, sa seule destination possible, c'est l'autodestruction de lui-même, tu sais, avec un système toujours plus inégalitaire qui détruit le travail, qui détruit la nature et qui va finir au bout d'un moment d'exploser. Tu vois, ça, c'est le destin du capitalisme. Et eux, ils n'ont pas le pouvoir, en fait. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est renforcer cette réalité et ce destin-là. Ce qui fait que la seule décision qui peut être prise, le seul pouvoir qui existe véritablement, c'est celui du peuple de s'imposer et d'imposer sa souveraineté. C'est celui de faire la rupture avec tout ça pour qu'on puisse enfin décider politiquement de tout ce bordel. Et ça, c'est la grande différence qu'on peut faire entre le capitalisme et le socialisme. Le capitalisme, c'est laisser les règles de l'économie jouer jusqu'à la fin qu'on se doute bien que ce sera. Et le socialisme, c'est de se dire que l'économie, c'est quelque chose de politique et que du coup, il faut décider ensemble de ce qu'on veut faire économiquement et politiquement. Et notamment, éviter d'aller dans le mur. Encore une fois, je le redis, mais c'est une belle phrase, je trouve, c'est que le socialisme, c'est la démocratie appliquée à l'économie et ça va nous permettre notamment de se passer totalement des cabinets de conseil parce qu'il faut le rappeler, ces cabinets de conseil pleins de cocaïne là, ils n'ont jamais construit de baraque, ils n'ont jamais emmené nos gosses à l'école, ils n'ont jamais soigné des patients du Covid ou du truc comme ça, contrairement aux soignants qui ne sont pas vaccinés et qui sont virés. Du coup, en fait, ils servent à rien ces gens-là, concrètement. Tous ces gens-là sont d'une inutilité absolue. Ils servent à rien, ils ne sont pas légitimes. C'est juste qu'on est baigné dans une idéologie qui les rend à moitié transparents et à moitié utiles et machin, alors que pas du tout. On s'en fout de ces gens-là. Ils ne sont légitimes que parce que tu as une armée de politiciens, de faux journalistes, etc., qui utilisent la langue de bois pour les légitimer. C'est seulement pour ça qu'ils sont légitimes. Le reste, c'est du bidon. Dans la réalité, ils ne servent à rien, d'accord? Surtout en France où tu as une grande administration, tu es censé pouvoir se passer de ce genre de personnes. Putain, c'est le déluge, quoi. It's beautiful and it's warm and it's sunny. Okay. Bref, les cabinets de conseil, c'est ce qui permet au capitalisme de se transformer encore et encore pour accentuer sa fuite en avant. Et Macron, ce n'est que l'incarnation de la prise de pouvoir de ces cabinets de conseil, de cette idéologie-là dans notre société. Ce sont des vecteurs idéologiques du néolibéralisme qui ont imprégné petit à petit le monde des entreprises, l'État, puis la société tout entière avec des réflexions à la con qui permettent de faire en sorte qu'eux soient légitimes alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Et ce sont eux aussi qui vont emmener le capitalisme dans des contradictions et dans une fuite en avant et vers de petits effondrements qui va peut-être à un moment donné nous offrir un rapport de force suffisant pour les renverser et pour nous débarrasser d'eux pour avoir une société qui est plus libre et plus égalitaire. En tout cas, une société où on n'aura pas besoin de cocaïnomanes états-uniens pour gouverner. Il faut juste que notre culture de l'entraide et de la révolution dépasse la culture du management à la con, du libéralisme et tout ça. Et franchement, ça se fait, quoi. Je sais pas si tu as vu ce passage avec Frédéric Lordon, où il parle pas de cosinus et tout ça, il est clair. Ça fait partie des rares moments où Lordon est clair. Chez Là-bas, si su qui résume, je trouve très bien ce que je veux dire. Un système ne peut pas ne pas s'effondrer quand ses élites mêmes finissent par ne plus croire en lui. Oui. Alors, si tu veux, si cette évolution continue à se poursuivre, ça veut dire que la base sociale de Macron va aller en se rétrécissant considérablement. Mais alors, c'est quoi sa base sociale? Qu'est-ce qui reste? Il reste Xavier Niel, Bernard Arnault, Bolloré, etc., plus les fadas de la Start-up Nation. Il n'y a pas longtemps, j'en ai croisé sur Internet un spécimen, mais un très beau morceau, et je me l'étais mis de côté en me disant ça peut servir. Lui, il a tous ses papiers de Start-Upper Nation en règle, ses certificats tamponnés, ses vaccins à jour. Donc, il tweet un truc avec une photo où il y a deux espèces de bidons avec une poudre de couleur marronasse. Visiblement, c'est fait pour qu'on mette de l'eau dedans. Ça fait un liquide de la même couleur et ça lui sert de déjeuner. En tant que CEO de Bicast, j'ai décidé de passer à une alimentation équilibrée, mais surtout qui me prenne moins de 120 secondes par repas, de manière à gagner 30 heures par mois. Donc tu vois, la Start-up Nation, c'est ça. Ouais. Bon, ça fait pas une base sociale très sérieuse. Sur ce, amis réfractaires, 10 bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter cette pluie incroyable. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Voilà, le Canard Réfractaire, c'est 2 à 3 vidéos par semaine. Du coup, il y a de quoi faire normalement. Sur ce, 10 bisous et à la prochaine.